Élisabeth était belle, raffinée, délicate, parfaite. J'étais fou d'amour pour elle. Elle n'en a jamais rien su. Mais elle n'aurait pas voulu de toute manière. Une fille de lord ne remarque pas un majordome et un majordome ne courtise pas la fille d'un lord, c'est inscrit dans son sang. J'ai tué Élisabeth par amour et sa grosse amie par un malheureux concours de circonstances. J'ai recherché ensuite des parcelles de l'éclat d'Élisabeth dans toutes les autres femmes que j'ai croisées. Marie, la douce danseuse, Emma, Victoria, Margaret, puis l'impudique Rebecca, tant d'autres, et finalement Jane, votre fille, monsieur. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte tout ça? Et pourquoi aujourd'hui? Ben vous le méritez. Il y a 15 ans que vous êtes à mes trousses. Et puis, le monde doit savoir, maintenant que c'est fini, à quel point j'étais brillant. Mon ordre moral doit être un modèle pour les générations futures. Mon œuvre n'est pas terminée. Les soirées chez le baron Sergueï Bachakov ravissaient le tout l'ombre qui s'y pressait. Elles avaient le charme exotique et ostentatoire des nuits slaves. Mon maître est né à Vladivostok, mais il a grandi à Astrakhan, proche de la mer Caspienne. Sa famille, depuis plusieurs générations, s'y est enrichie grâce à l'exportation de caviar d'esturgeons sauvages. Le baron parlait avec un léger accent qui lui donnait une distinction dont il aurait pu se passer. Il était grand, jeune, beau, et semblait doté de tous les charmes existants et d'un sens de l'humour hors norme. Déjà fortement prospère par un héritage familial, il avait encore alourdi ses acquis en développant l'importation de caviar en Angleterre. Des auteurs, des acteurs, des artistes de toutes sortes se retrouvaient chez lui pour lire des poèmes dans le salon Byron. On lisait aussi des classiques comme Léo de Hurlevent ainsi que des livres à la mode. Cette année-là, nous avons lu intégralement Moby Dick et La case de l'oncle Tom, qui était sorti en mars aux Amériques. Je n'étais qu'un lointain auditeur, évidemment, mais je vivais les lectures. J'étais Huscliffe, où je tanguais sur le baleinier avec Ismaël. Quand la voix du lecteur manquait de souffle pour arriver jusqu'à moi, je m'approchais pour remplir les tasses vides d'une boisson quelconque. De temps à autre, un ami du baron venait au château. Ainsi, je fis la connaissance de Dostoïevski et de Dickens. En octobre 1852, un autre auteur, français cette fois, nous a fait l'honneur de sa visite. Victor Hugo. Il a fait grande impression. Il venait de s'installer à Jersey et il a accepté l'invitation du baron. Il est venu avec sa femme et ses enfants. Je me souviens de l'une d'elles, étrange, qui le collait comme argile à la botte. Léonie. Penny. Oui, je me souviens. Eugénie. Notre rencontre a été également tout aussi surprenante. Eugénie était dans le fumoir, seule. Je m'y étais rendu pour allumer des lampes à pétrole, vider les cendriers et pour aérer la pièce, avant que la fumée n'y reprenne ses droits après le dîner. Je ne l'ai pas aperçue tout de suite. Elle était recluse, dans un angle de la pièce, assise sur un modeste petit repose-pied. Elle était là, le regard inerte, absente. Oh, désolé, mademoiselle. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un ici. Je vous aurais pensé dans le parc avec le reste de la famille. Il n'y a pas de mal. Je préfère rester au calme ici. J'attends mon père. Il est avec le baron Bachakov. Je lui montrai un confortable canapé de velours rouge. Vous seriez sans doute plus à votre aise sur ce fauteuil, ou mieux encore dans le salon. Il est juste à côté. Voulez-vous que je vous y conduise? Il est plus lumineux, l'air y est plus respirable. Je suis très bien là où je suis. Ne vous inquiétez pas. Les pièces ici sont trop spacieuses. Elles me font peur. Et je n'aime pas plus les trop grands conforts présomptueux. Comme il vous plaira, mademoiselle. Voudriez-vous une tasse de thé ou autre chose pour parfaire votre moment de quiétude? Pas pour le moment, je vous remercie. Dans ce cas, me permettez-vous de me retirer, mademoiselle? Je vous souhaite un agréable séjour. Voudriez-vous rester quelques instants, je vous prie, en attendant que mon père ne revienne? Bien entendu, mademoiselle. Que puis-je faire pour vous? Désirez-vous que je vous conseille un ouvrage? Non, merci. Je pensais plutôt apprendre de vous quelques rudiments pratiques. Alors que je vivais à Paris, je me pensais seulement à quelques jours de Londres, mais nous sommes en fait à des années de vous.
J'ai du mal à comprendre le mode de fonctionnement de vos compatriotes. Vous êtes un homme cultivé, vous allez pouvoir m'éclairer. Je souris de cette remarque. Une flatterie est une bonne entrée en matière pour commencer une conversation. Je serais ravi de vous être utile. Que désireriez-vous savoir? Je ne peux vous expliquer ce que j'ignore. C'est globalement que je ne comprends pas. Quand je pense être courtoise, on me trouve rude. Quand je crois être distinguée, on me trouve vulgaire. Je vois. Je réfléchis quelques secondes. C'est en fait très simple, mademoiselle. Pour comprendre la mentalité d'un Anglais, pensez à un flamant rose. Ce distingué animal peut rester des heures debout sur une patte, dans une eau boueuse, et trouver cela très naturel. Alors qu'un Français trouvera à redire à la froideur de l'eau, l'Anglais se réjouira seulement de ne pas être un canard et de n'avoir qu'une patte mouillée. Si vous me pardonnez cette familiarité, respectez l'oiseau que vous êtes. De toute façon, on ne peut pas en changer. Soyez vous-même, avec les qualités et les défauts dont la nature vous a doté. Être satisfait de ce que nous sommes est encore la meilleure manière de ne pas vouloir ressembler à qui que ce soit. Au pire, vous ne choquerez que votre conscience. Et avec un peu d'entraînement, la petite bavarde finira même par être une grande bête. C'est amusant, je m'en souviendrai. Merci du conseil. Une petite cloche mit fin à la conversation. Je suis désolé, mademoiselle, mais je dois malheureusement reprendre mon service. Ravi de cette discussion. Le plaisir était pour moi. À tout à l'heure, et encore merci des conseils. Oui, à tout à l'heure. Et n'oubliez pas, les flamants roses. Les flamants roses. Je savais en la quittant que je ne reverrais plus jamais cette fille après son séjour chez le baron. Mais peu importe. Cette discussion d'égal à égal me rappelait ce que je savais depuis toujours. Les hommes de haut rang ne sont nos supérieurs que parce qu'ils sont bien nés. Je ne me sentais pas inférieur parce que je les servais. Pourquoi aurais-je dû? Ma manière de penser vaut bien la leur.